Je vais être très rapide aussi, parce que David Lisnard n'a pas besoin d'être présenté. Je ne sais pas d'ailleurs comment je dois appeler David Lisnard, Monsieur le Président, Monsieur le maire, je ne sais pas. Donc vous savez que David Lisnard est depuis de longues années le maire de Cannes. Il est le président de Nouvelle Énergie. Il est le président de l'Association des maires de France. Il intervient de plus en plus médiatiquement en portant une voix libérale qui ne laisse pas indifférent un certain nombre de cadres de l'IREF. C'est vrai que nous suivons avec grand plaisir les diverses interventions de David Lisnard, qu'on remercie très vivement d'avoir bien voulu participer à cette journée, parce qu'on sait que son emploi du temps est particulièrement chargé, bien entendu. Je commence par ma première question, peut-être. Je vais m'asseoir. Première question, je voulais que les choses soient bien claires, c'est que David Lisnard ne connaît pas les questions, il connaît uniquement les réponses. Première question de manière extrêmement large, je dirais, une première question qui permettra de répondre dans le délai que vous souhaitez, mais en moins d'une heure à chaque fois quand même. De manière générale, comment est-ce que vous expliquez l'état actuel de nos finances publiques, qui est un état extrêmement délabré? Comment analysez-vous la situation? Comment en est-on arrivé là? C'est effectivement extrêmement large, cher maître. Avant de répondre à la question, je vais dire ce que j'ai à dire. C'est un peu de métirance, vous voyez. Non, il faudrait juste vous remercier, à vous, cher Jean-Philippe Pluriel, le seul effet de mal. C'est pas un remerciement, il y a un remerciement de circonstance, merci de cette invitation qui m'honore, et merci à tous de votre présence, nombreux ici. Mais ce n'est pas qu'un remerciement de circonstance, c'est un remerciement, j'allais dire, de constance dans les convictions que vous portez. J'avoue que le temps est rare, mais que je prends le temps d'essayer de lire un maximum de papier chaque jour de votre newsletter, que j'essaie de soutenir modestement aussi à mon niveau, et je trouve particulièrement bien fait. Je salue aussi tout ça, et je lis très sincèrement. Pourquoi je les retrouve? D'abord parce que c'est souvent sourcé, alors, il y a différents niveaux de papier, des papiers d'humeur, des papiers argumentaires, etc. Je les utilise beaucoup, je vous pille et je vous pique. En principe, c'est dans l'autre sens, je me fais piller, donc je m'en réjouis que ce soit dans ce sens-là avec vous. Et surtout, vous avez une grande vertu à mes yeux, c'est que vous ne cherchez pas à séduire, y compris un lectorat qui pourrait être enclin parfois à dériver paradoxalement vers le libéralisme actuellement, dans ces cas du libéralisme. Vous cherchez à convaincre et à argumenter. Et je trouve que ce qui nous paraît évident, finalement, n'est pas tant que cela. Vous n'êtes pas prisonnier d'un système de pensée, en revanche, vous êtes fidèle à vos principes. Et aux principes libéraux qui sont chaque jour pour moi une réjouissance, parce qu'ils apportent une grille de lecture à ce que je pourrais ressentir de façon intuitive par mon expérience. Moi, je suis un praticien du petit commerce et de la mairie, et qu'avec les années, j'ai pu conceptualiser, intellectualiser. Voilà. Donc, je ferme cette introduction, mais je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Ceux qui bossent avec moi le savent, c'est pas un propos, je le répète, de circonstance, et c'est pas surtout pas une hypocrisie, je ne les supporte pas, et je les supporte de moins en moins avec la hypocrisie. Ensuite, ça fait bizarre d'être ici, je vais vous dire pourquoi, et ça va m'amener à la réponse, parce que dans ma vie antérieure, j'ai ce que j'explique dans le livre que je vous ai invité à acheter, puisque j'en ai 100% de droit, puisque je l'ai écrit, ce qui n'est pas par cet univers. Et dans une vie antérieure, j'ai grandi dans le petit commerce, et j'ai eu moi-même le petit commerce, parce que mes parents étaient autodidactes. Je suis le premier à avoir le bac, première génération à avoir le bac. Hein. Ça paraît incroyable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et des parents formidables. Et mon père était footballeur professionnel. Il a commencé sa carrière à la S4, c'est pourquoi je vis que me parle un peu pour être à l'heure, pour ne pas louper la demi-finale ce soir. Et ma mère était dans ses étoiles, et donc autodidacte, et ils sont reconvertis
je l'avais exprimé dans l'opinion, on m'avait demandé de parler de la liberté entrepreneuriale, je vais dire l'État, dans le petit commerce. Ils étaient indépendants, mais sans jamais conceptualiser, c'était pas du tout théorisé, c'était une évidence. C'est-à-dire que, et très souvent, j'ai dit que ça va irriguer, j'ai rendu tous les commerces, et j'ai rendu mon dernier commerce en 2016, et j'avais parfois, dans les années, quand j'étais gamin, j'accompagnais mes parents qui venaient dans ce quartier, des anciens entrepôts, des Michel de la Chose, plusieurs marques étaient présentes, acheter de la marchandise, c'était presque au cul du camion. Et cette expérience de commerçant, de savoir engager ses biens personnels, avoir parfois les huissiers à la maison, ce que j'ai vécu, j'ai déposé mon bilan une fois comme un orthodoxe-financier, c'est dans ce contexte que j'ai rempli l'affaire familiale, on a eu jusqu'à 9 magasins, à Limoges et à Cannes, de savoir parler à un banquier, respecter une échéance, travailler avec un fournisseur, créer une relation de fiabilité avec le fournisseur, mais aussi de souplesse par rapport à la trésorerie, accueillir un client, recruter et licencier, des gens que vous connaissez. C'est une expérience unique. Et peut-être que la réponse, elle est tout simplement là, c'est qu'il me semble que nous avons un problème fondamental aujourd'hui dans la façon de générer notre élite. Il faut des élites. Moi, je suis pour des élites, mais des élites qui sont au gré des années, qui se sont uniformisées et qui sont devenues conformistes. C'est peut-être ça en fait, elle est peut-être là l'explication générale. Et je le vois très bien en tant que président de l'Association des maires de France. Je passe de trop longues heures dans le ministère sur des textes, et je vois les deux travers qui ont conduit à la situation catastrophique dans laquelle nous sommes et que vous présentiez avec un interventionnisme étatiste, c'était le terme, je crois, en tout cas à une extension du domaine non pas de la lutte avec l'État, beaucoup trop, de la puissance publique beaucoup trop importante. Le système de production de nos élites a été fait dans l'après-guerre avec des générations qui avaient vécu la carbone, des personnalités qui avaient émergé de caractère, et il y avait des personnalités très contrastées, très différentes, envoyées d'ailleurs dans la classe politique. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les De Gaulle, les Chaban, les Mitterrand, étaient des personnalités qui n'étaient pas conventionnelles, qui n'étaient pas conformistes. Et comme disait Raymond Aron, le conformisme, il disait, je déteste une interview de l'Express de 1959, je déteste autant le conformisme et le révolutionnarisme. Les deux s'alimentent. Et ce qui me frappe, quand je vais à Bercy, quand je vois des ministres, qui sont parfois tous interchangeables d'ailleurs, quand je vois certains, et pardon, j'espère ne heurter personne, certains patrons nommés de grandes boîtes nationales, ou certains médias, c'est des gens de qualité, dans une très belle fonction publique, des gens honnêtes, intègres, de façon globale, bien formés, très utiles, sur lesquels il faudra s'appuyer, mais il y a beaucoup trop d'endogamie. Et c'est ce que j'appelle la caste, on me reproche parce qu'on dit que c'est populiste ou démagogue, mais je confirme ce terme. Et donc, je le vois très bien, il y a une alliance non consciente, mais de la flagornerie politicienne, du clientélisme d'État et du conformisme technocratique. Et donc, ce magma, alors ça fait un peu comme ça sonne un peu comme une sentence, c'est généraliste, mais je ne sais pas comment vous le traduire, parce que je le vois, je le constate même dans les vocabulaires, dans la façon d'aborder les problèmes. Et aucun, inclusif d'aucune, n'a géré un risque personnel, une échéance de fin de mois, une gestion de stock. J'espère que c'est clair. Voilà. Et je crois qu'en fait, ça vient essentiellement de là. Et que parfois, surtout, vous savez, Bruno Le Maire, qui est un grand serviteur de l'État, qui fait partie de cette élite, est bien formé, c'est quelqu'un qui a l'activité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais avait dit dans une interview, mon problème c'est d'être trop intelligent. Et à juste titre, tout le monde s'était foutu de lui. Mais je crois qu'il avait raison en fait. Je pense qu'ils sont trop intelligents. On parlait de football tout à l'heure. Moi j'ai connu des joueurs qui étaient trop doués. C'est-à-dire qu'à la fin, ils découvraient même le poteau de corner. Et pour ceux qui le foot intéresse, la métaphore parlera pour les autres, revenant au bout de Le Maire. Et donc, cette alliance de technocrates et de facilité politicienne fait qu'on est tombé dans l'interventionnisme. Et que le problème, c'est cet interventionnisme qui a étendu le périmètre de l'action publique
sans rechercher la performance. Hier soir, certains m'ont entendu disserter sur, et je vais reposer quelques choses, et puis on reviendra dans les chiffres si vous voulez, mais sur comment rendre la dépense publique efficiente, vaste programme au règle générale. Avant la rendre efficiente, il faut la rendre efficace. Or, le déclassement éducatif, le déclassement régalien, le déclassement scientifique, le déclassement, etc., donc, doit nous interpeller. Et donc, on est aujourd'hui au bout de 50 ans de social-étatisme, au bout du bout de l'État-providence. Et donc, c'est un immense risque, parce qu'il y a un grand risque de violence, mais c'est une immense opportunité, parce que c'est le moment de retrouver une organisation du pouvoir public qui recherche la performance au service de la dignité humaine sur 4 fondamentaux que le regretté professeur Garello aurait confirmé, le fameux carré magique, la liberté individuelle, la responsabilité personnelle, chaque mot est important, hein. La responsabilité collective, ça n'existe pas, on en parlera. La propriété, qui est la condition sine qua non de la création de richesses pour l'accumuler, la posséder et la transmettre, et la dignité qui est la finalité ultime, et c'est ainsi qu'on trouve un syncrétisme entre le gaullisme, le bonapartisme, la démocratie chrétienne et la pensée libérale. Alors, je précise que David Lisnard faisait référence à Jacques Garello et pas à Pierre Garello qui est encore avec nous, bien entendu. Ce que vous avez dit sur les élites va directement à l'encontre du populisme, puisque le populisme qui est très à la mode actuellement à droite et à gauche, c'est justement la critique permanente, d'ailleurs pas des élites, mais d'une élite, comme s'il y avait une seule élite. Je ferme la parenthèse. Seconde question, je sais que c'est un terme qui vous tient à cœur, c'est aussi un terme qui tient à cœur pour les libéraux, c'est la question de la subsidiarité. Donc c'est un terme qui est souvent assez peu compris, c'est pas un terme très français, il est d'origine romaine, il est surtout allemand. Et je voulais savoir comment vous allez réussir à intégrer la subsidiarité qui vous est chère dans un projet de réduction des dépenses publiques. Et j'ajoute plus avant une petite question subsidiaire qui est un peu plus technique. Alors, comment voyez-vous les finances locales, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé ces dernières années avec des réformes sans doute qui n'ont pas été très brillantes, et est-ce que vous plaideriez en faveur d'une véritable subsidiarité fiscale? Là, c'est un peu technique, mais c'est une question complémentaire. Oui, non, mais c'est lié. Alors, la réponse est oui. Et en levant le conditionnel, je plaide en faveur d'une totale subsidiarité fiscale. Alors, on va revenir au début de la question. Pour bien comprendre ce qu'est la subsidiarité, terme qui a été malheureusement détourné par une exception européenne qui partait d'une bonne intention, mais qui en a fait un oxymore en parlant de subsidiarité descendante. C'est un oxymore. La subsidiarité, elle est d'abord horizontale puis verticale, on est plus souvent horizontale en France. Pour bien comprendre le concept, je vous invite à lire, je fais un peu flagornerie, Maître Feldman, qui est très bon, voilà, qui a aussi des droits sur certains ouvrages, donc n'hésitez pas à l'aider. Et moi, ça m'a aidé en tout cas. Et il est vrai que j'en avais une conception au départ, je croyais que c'était un terme technocratique. Et en fait, ça renvoie à la démocratie chrétienne, au thomisme, qu'on retrouve dans plusieurs encycliques qu'on pourrait citer, et qui ramène à un principe extrêmement simple. Alors moi, je dis que mon langage déficient que je revendique, c'est chacun doit d'abord essayer de, je vais rester correct, de se débrouiller et de faire sa vie. Et que c'est un principe de dignité absolue. Et que donc, il ne peut pas y avoir, à mes yeux, de dignité humaine, pour reprendre les 4 points du carré magique, et d'efficacité sans liberté. Et qu'il ne peut pas y avoir de liberté qui est la source de la création sans responsabilité individuelle, donc sans capacité d'action. Et c'est pourquoi je fais une digression, j'espère pas une divagation, dans les débats
compliqué sur la fin de vie, quelle que soit l'opinion des uns des autres. Je ne supporte pas qu'on dise mourir dans la dignité. C'est comme si quelqu'un qui était en état de dégénérescence, moi j'ai été confronté à ça dans ma famille, de dégénérescence physique et mentale, était indigne. Ce qui est indigne, c'est de laisser la souffrance dans l'indifférence. Ça, et donc, c'est très important, parce que ça renvoie à la complétude de la personne humaine. Et la subsidiarité est un principe aussi d'efficacité. Donc, subsidiarité horizontale, ça renvoie à l'émancipation, à l'élévation, à la responsabilité. Je dois être en mesure de décider ce qui me concerne. Donc, je dois être en mesure d'être propriétaire de ma vie. Et c'est au cœur du projet de Nouvelle Énergie, d'où le combat pour l'instruction, d'où le combat pour la possibilité d'accès à un capital et à la retraite par capitalisation obligatoire, surtout avec le fondement démographique qui pour moi est incontournable. Et je sais qu'on partage ce combat totalement. Et donc, c'est là la subsidiarité horizontale, c'est d'avoir essayé de faire sa vie. Vous corrigerez, vous compléterez, je sais que vous trépillez. Ensuite, permettez-moi, je vous y invite. Ensuite, quand on ne peut pas régler un problème, on va vers la solidarité horizontale. On va vers sa famille, on va vers l'entreprise dans laquelle on est, on va vers donc des champs de solidarité, de médiation. Pierre Manon en a très bien parlé, Laetitia Strauss-Bonnard aujourd'hui en parle très bien, son dernier bouquin dans la gratitude est formidable. Et donc, c'est le tissu associatif, c'est la société civile, chacun met le qu'il veut. Et ensuite, si on n'arrive pas, on va vers ce transfert de souveraineté de l'individu vers la puissance publique de façon ascendante. L'échelon le plus proche doit d'abord être sollicité pour régler le problème au plus près du terrain. Parce que la proximité, et j'en arrive ensuite au pouvoir locaux et aux finances locales, elle a une vertu, c'est qu'elle est un facteur de responsabilité individuelle. Moi, je me rends des comptes tous les jours. Je vis à Cannes. Le matin, j'amène mon gamin au lycée, les plus grands se débrouillent. Les gens me voient. Je suis un habitant parmi les habitants, mandaté par les habitants. Donc on discute. Je rends des comptes tout le temps. Et tant mieux. C'est comme ça que ça marche. Donc, et ensuite, on va vers l'échelon supplémentaire, le plus élevé, lorsqu'il faut mutualiser, lorsqu'il faut atteindre une taille critique, ou lorsqu'on doit aller vers le monopole de la violence légitime, qui, depuis Max Weber, on sait qu'il appartient à l'État pour protéger les individus et le groupe. Voilà le principe intellectuel. Ça nous renvoie aux finances, donc c'est un principe de responsabilité, d'élévation, et vous remarquez que plus un pays se rapproche d'un modèle de subsidiarité pur et parfait, plus il est performant. La Suisse en est l'exemple. Moi, et pour revenir à ce que j'étais sur mes parents, parce que je pense à ça pour mes parents, parce que j'ai été conçu à Besançon sur ça. Il y a plus de 50 ans, quand j'ai été conçu, il y a 57 ans, 57 ans, mes parents me disaient que quand ils étaient jeunes, ils allaient faire le plein d'essence et de courses de l'autre côté de la frontière, en Suisse. Maintenant, ça fait rigoler. C'est tout le contraire qui se passe. Et la Suisse, c'était des coffres forts et des vaches. Aujourd'hui, ils ont une filière industrielle remarquable. Ils ont un capitalisme familial extrêmement dynamique, qu'on retrouve dans le nord d'Italie, qu'on retrouve en Allemagne. Bref, on va faire l'apologie de la Suisse, mais il faut regarder ce qui se passe en Suisse. C'est très intéressant. Et ils ont quand même fait bon genre de tennis. Absolument. Et vous voyez, mes parents, dont je parlais tout à l'heure, comme je pensais à l'esclave, je pense beaucoup à ça, ils ne connaissaient pas les hommes politiques. C'est ça la subsidiarité. C'est qu'on ne devrait jamais avoir besoin de connaître une femme ou un homme politique. Surtout quand on est en commun. Ils savaient qui était le maire. À la rigueur, ils pouvaient s'adresser au maire, je ne sais pas, pour un problème de proximité, je crois que ça n'aurait jamais arrivé de leur vie. Mais le reste, c'est ce que j'ai dit dans le MEDEF, c'est pour ça que je suis contre les aides aux entreprises. On en parlera si vous voulez. Je suis contre le capitalisme de connivence, qui est un grave problème dans notre pays, et qui crée de la bureaucratie, et qui détourne la richesse, et qui empêche une saine émulation, une saine compétition, une saine performance. C'est ça la subsidiarité aussi, c'est tout cela, je vous jette des concepts. Pour revenir aux finances locales, je disais que la proximité était source de responsabilité et donc d'efficacité. Elle est aussi source, il y a des effets pervers, avec une source aussi de clientélisme. Et donc on va mettre les pieds dans le plat des finances locales. Avec déjà un préambule, c'est que le clientélisme d'État, moi je l'ai rencontré.
Ça s'appelle n'importe quoi qui m'en coûte. Et on en paye très cher les conséquences. De 2019, et je fais exprès de partir avant Covid, à fin 2023, l'augmentation de la dette publique en France, c'est 13,8. Bon, arrondissons, il reste un peu plus, je vous le laisse, c'est 14 points de PIB. L'augmentation du PIB, c'est un peu plus de la moitié. C'est-à-dire qu'on est typiquement non seulement une courbe de l'affaire, un rendement décroissant de l'impôt, taux d'impôt tue l'impôt, mais aussi une courbe de Barrs, c'est un acronyme, c'est-à-dire qu'un excès de dépenses publiques détruit de la richesse. En fait, pour créer 1 euro de richesse qui ne peut être produit que par les entreprises, c'est-à-dire par le capital et le travail, donc il faut rétablir la compétitivité de façon absolument prioritaire, et la rentabilité notamment pour le capital, surtaxé en France, parce que la propriété est surtaxée. Parallèlement, donc on a détruit, on a créé moins de richesse que ce que l'on a dépensé, ce qu'on a endetté en plus le pays en argent public. C'est complètement fou. C'est soviétique. Il faut bien avoir à l'esprit ce qui s'est passé. Alors on dit oui, il y a eu le Covid et il y a eu l'Ukraine, etc. Sauf que les autres pays ont eu le Covid aussi et les conséquences de l'Ukraine. Et que si on avait été moins stupide dans notre politique énergétique, on aurait partagé les dividendes d'EDF et partagé les déficits d'EDF. Si on n'avait pas sacrifié notre filière nucléaire à cause notamment des 2 derniers présidents de la République et nos premiers ministres successifs. C'est juste un changement de doctrine assez récent, pour retrouver en rame, pour retrouver le filière nucléaire. Donc la moyenne des pays européens en augmentation de la dette, je vais essayer d'être un peu plus tonique et plus court. Chez nous, c'est 14 points. La moyenne européenne, donc Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, de la zone euro, c'est 4 points. Donc, et aujourd'hui, depuis, il rebaisse. Et nous, on continue d'augmenter. On nous parle d'économie budgétaire. L'État va augmenter ses dépenses de plus de 40 milliards d'euros. Il faut le savoir, en 2025, son budget, loi de finances, on nous dit, on fait les économies parce que ça augmente moins vite que prévu. C'est un truc qui m'horripile. Dans mon commerce, c'était pas possible, ça. Et donc, il y a 10 points d'écart, c'est 300 milliards. Hein. C'est 300 milliards de baisse de dépenses que on a déjà sourcé 200 milliards, donc je ne vois comment il y a 300 milliards, pour relancer l'État. Il faut d'abord baisser la dépense, regonfler le moteur, baisser le poids de la calandre, ensuite on retrouvera un État mieux doté, mieux organisé, plus performant. Et pour terminer là-dessus, le travers, donc c'est le clientélisme, et évidemment, il y a des collectivités mal gérées, il y a des communes mal gérées, je ne les ignorais pas, mais certaines sont très grandes, et il peut y avoir la facilité du clientélisme. Et la démocratie est un système imparfait. Pire des systèmes, après tous les autres, disait Churchill, donc ça dépend aussi de la praxis et du niveau des habitants, des citoyens. Mais ce que je vais vous dire est contre-intuitif chez nous, les libéraux, c'est bien sûr qu'il faut faire des économies dans les collectivités, bien sûr qu'il faut lutter contre les gaspillages, etc. Mais le problème des comptes publics n'est pas un problème en macro-finance, n'est pas le problème des collectivités. Dans des à tout ce que je lis, y compris parfois d'ailleurs dans des newsletters très bien informés. Pour donner quelques chiffres, et bien sûr, il y a des, je répète, il y a des abus de la bonne gestion, mais c'est comme si on disait il y a des PME mal gérées, donc il faut les mettre sous tutelle de l'État. Or, on a recentralisé la recette et la dépense, on a supprimé la taxe d'habitation, en fait une nationalisation de cette fiscalité, l'État s'est mis une balle dans le pied à 25 milliards 200 millions d'euros par an, débile. On a déresponsabilisé les maires qu'on a mis sous tutelle et donc on a mis sous perfusion du malade. Et moi, en tant que maire, je veux rendre des comptes aux contribuables, je ne veux pas rendre des comptes à l'État, qui est incapable de bien gérer, en ce moment en tout cas, et, enfin depuis quelques décennies, et on a finalement augmenté les prélèvements obligatoires à la fin. En tout cas, on est toujours à un niveau de prélèvement obligatoire entre 43 et 45 selon la source policière ou syndicale. Donc, de PIB. Donc, là-dessus, quelques chiffres. Le total des dépenses, malgré... et je voudrais vous parler de ce qu'on nous impose comme dépenses supplémentaires. Parce que moi, j'ai proposé, les premiers ministres qui sont succédés, il y en a beaucoup ces derniers temps, de dire je vous propose une baisse des dépenses des collectivités,
mais vous allez nous supprimer les dépenses supplémentaires que vous nous imposez. Il vient de sortir un nouveau décret, sur une nouvelle directive de mise aux normes énergétiques, etc. Jusqu'en 2052, je l'ai apporté, 144 milliards d'euros de charges sur les collectivités jusqu'en 2051 ou 52. Le décret tertiaire est en dizaines de milliards de surcoûts pour les collectivités. Les obligations de procédure, Juliette Félès en parle merveilleusement bien, qu'on nous impose. Le régime des autorisations préalables, l'encadrement supplémentaire sur le périscolaire, le délitement régalien qui fait que le poste qui a augmenté sur la masse salariale, 36% d'augmentation sur le dernier mandat, c'est les polices municipales. C'est pas pour rien, c'est pas du clientélisme. C'est parce qu'il n'y a plus de police nationale la nuit en zone police, ou quasiment plus. Ça peut le montrer aussi facilement. Et pour vous donner quelques chiffres qui vont, j'espère, vous interpeller, le total de la dépense région-département, bloc communal, c'est-à-dire intercommunalité, très souvent trop carrément mal fait, machin, et avec tout ce système qu'il faut bousculer, il faut le bousculer, plus commune, ça représente, par rapport à la richesse produite, 10,11% du PIB. Par rapport à la richesse produite. Après, on regarde dans le total des dépenses. La moyenne européenne, c'est 19. C'est 8 points d'écart. Que l'État soit fédéral ou régional, ou régionaliste ou provincialiste comme l'Italie, ou fédéral comme l'Allemagne, ou central comme la France, comme la Suède, etc. Nous avons le total de dépenses des collectivités par rapport à la richesse produite, des pouvoirs publics locaux, le plus faible d'Europe. C'est contre-intuitif chez les libéraux, mais c'est comme ça. Parce qu'on voit toujours le rond-point en trop, le débile qui se fait rembourser des trucs où il n'a pas le droit, etc. Et parallèlement, par rapport aux dépenses, je donne ces chiffres et je termine là-dessus, par rapport au total des dépenses des collectivités, par rapport à la dépense publique, c'est 18, la moyenne européenne, c'est 34. Voilà. Dans le total de la dépense, il y a moins de dépenses ailleurs. Dernier point, la seule façon de retrouver la performance publique, c'est d'associer la population à la dépense. C'est de responsabiliser. Et c'est pourquoi, et j'aurais terminé, j'aurais répondu, je crois, à toutes vos questions, il faut un impôt universel local. Il est scandaleux de faire reposer la fiscalité communale que sur les propriétaires, qui se fait de surcroît au détriment des locataires, puisqu'on baisse trop la rentabilité de la propriété privée, donc on n'a plus assez d'offres de logement. Vous ajoutez des heures artificialisationnelles, les ZAN, la loi SRU, toutes ces aberrations communistes, pardon pour le pléonasme, et vous en arrivez donc à des locataires qui en fait payent une nouvelle taxe d'habitation cachée dans des loyers, parce qu'il faut bien rentrer de rentabilité à son bien, et des propriétaires qui sont les vaches à lait de la France, et un pays qui se déclasse rapidement avec un PIB par habitant qui s'est effondré en 50 ans. Juste deux petites observations. Vous avez tout à fait raison de dire que la fiscalité locale est assez faible en France par rapport aux autres pays européens. Elle a beaucoup augmenté par rapport il y a quelques décennies où c'était encore plus faible. Donc la fiscalité locale est faible aussi parce que l'État évidemment est très centralisé en France. Le second point, on ne peut pas le développer ici, c'est l'intérêt de la subsidiarité, c'est la concurrence entre les collectivités. Je suis dans le merci Philippe. Il faut absolument une compétition et une concurrence qu'on compare. Et que l'on soit choisi parce qu'on est compétitif sur le plan fiscal. Donc il faut une liberté fiscale, une responsabilité fiscale. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut garder aussi un lien entre le foncier, c'est-à-dire l'intercommunalité et l'entreprise. Pour qu'on fasse autrement, on n'a que les externalités négatives, que la charge. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser le foncier avec des artificialisations, vous n'avez quasiment plus de fiscalité à part les trucs, l'impôt, je crois. Et on vous dit, faites venir une entreprise, mais vous ne pouvez pas construire de logements, mais il faut construire des logements, vous ne pouvez pas faire d'école, parce que des amis, il faut faire des écoles, etc. Donc ce système est dingue. Et juste un dernier chiffre sur la dette. Les collectivités, donc trop sous perfusion de l'État, c'est un vrai sujet, mais sont obligées de respecter la règle d'or. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas emprunter, même les plus mal gérés, pour votre fonctionnement. Ça se rapproche, les comptabilités sont différentes, ça se rapproche un peu de l'entreprise. Le total des dettes des collectivités et des établissements publics, parce qu'il n'y a pas une collectivité, une intercommunalité, en droit, c'est pas une collectivité, c'est un établissement public.
Enfin voilà, c'est des détails. Donc le total, les régions, départements, machin, etc., communes, intercommunautés, ce sont des dettes d'investissement, il y a un actif derrière, pas toujours cessible, il y a un actif, dont certains sont cessibles. Et, et le total de cette dette atteint, on se parle entre 8,89% de la richesse produite. C'est-à-dire que 91% de la dette est une dette d'État, une dépense sociale. Le gros volant, c'est la dépense sociale dont il faut parler. Et le total de la dette des collectivités par rapport à la richesse produite, qui est aujourd'hui de 8,8,9, était, il y a 40 ans, de 9%. Donc il n'a pas bougé, il a légèrement diminué. Voilà, je voulais aussi donner ce chiffre. Donc il faut faire beaucoup d'efforts, il faut alléger tout le millefeuille territorial, etc. Il faut revoir tout ça, mais il ne faut pas... Attention, c'est utilisé comme un leurre et comme un détournement d'opinion sur le problème central, sur les dépenses de l'État et avant tout les dépenses sociales. Merci beaucoup. Alors, vous nous démontrez avec des exemples concrets que rendre aux communes, aux collectivités locales leurs responsabilités et aux individus derrière, dans ces collectivités, ça permettrait de réduire la dépense. Je donne d'ailleurs à cette occasion une définition que j'aime bien, qui est de la subsidiarité, qui a été en fait utilisée par celui qui a le premier mis sur la place publique le concept contre l'État bismarckien à l'époque. C'était un monseigneur von Kettler qui disait, en fait, en bas, la subsidiarité, il la faut parce que c'est quoi? C'est en bas tout le possible, en haut tout le nécessaire. Je trouve que c'est assez bien décrit. Alors, ceci étant, au-delà des collectivités locales, au niveau de l'État, et c'est ma question, est-ce que vous avez identifié aujourd'hui des domaines dans lesquels il y a des économies plus immédiates à faire? Et je double cette question d'une interrogation un peu plus générale. Au fond, on le disait à la fin de l'intervention du sénateur Ken Blanc, finalement, l'État régalien est impuissant parce qu'il est dominé par un excès de dépenses sociales. Est-ce qu'on ne doit pas être obligé de trouver des solutions pour réduire ces dépenses sociales? La réponse est oui. C'est le fameux nœud cordial qu'il faut trancher aujourd'hui. Et qu'il faut essayer de le faire de façon démocratique et pas sous... après, moi ma crainte c'est la violence, hein, je le disais tout à l'heure. Donc il nous reste une chance, il ne nous reste pas beaucoup de chances. Alors là-dessus, beaucoup de choses. Avec Nouvelle Énergie, et certains ici en sont des millions représentants, nous travaillons sur un projet qui sera, dont j'ai le nom, je ne le dirai pas aujourd'hui. J'ai fait un logo, que le même nom pas le directeur général, mais que j'ai fait avec mes amis. Je lancerai ça comme un programme, comme on lance le programme ExoMars, Thales, Space Acan, ou comme, je sais pas, un fabricant de voitures lancerait un nouveau produit. Ça, je veux que ce soit vraiment un projet, et ce sera un projet de performance publique. Donc il passera par la décentralisation, la subsidiarité, l'organisation du pouvoir public, qui passera par la façon dont on produit le droit, et de revenir à des principes généraux du droit et à disposition de droit public, mais cesser ces lois à fragmentation bureaucratique, telles que la loi climat et résilience et tant d'autres, du 22 août 2021, et qui passera par aussi, évidemment, non seulement de couper le flux européen, mais aussi de s'attaquer au stock d'excès réglementaires et normatifs. Donc, on y travaille vraiment, c'est pas une parole en l'air, on source en document. Alors là, je peux vous illustrer par quelques exemples. Aujourd'hui, dans les 1700 milliards de dépenses publiques, les collectivités, c'est à peu près 310-315 milliards. L'État, alors c'est compliqué les comptes de l'État, parce que selon que l'on compte les attributions de convention européenne, etc., mais c'est entre 430 et 520 selon la méthodologie que vous retenez. Et le reste, c'est du social, c'est entre 850 milliards et 900 milliards. Donc déjà, il faut s'attaquer. Il faut comprendre aujourd'hui que l'excès de dépenses, la dépense, il faut de la dépense. C'est pas une fin en soi de baisser la dépense, mais c'est devenu une condition sine qua non pour recréer une prospérité qui nous permettra d'avoir plus de recettes à un pourcentage inférieur de la richesse produite, mais plus de recettes pour avoir un service public bien doté. Et vous avez touché juste, c'est-à-dire que quand vous regardez depuis les années 50, plus l'État a étendu, c'est l'expansion budgétaire qui est un gros trouble, y compris sur le plan économique, a étendu son influence, plus il a dépensé,
moins il a dépensé non seulement en pourcentage du budget sur le régalien, mais moins il a dépensé sur le régalien en pourcentage de la richesse produite. Ce qui est aussi contre-intuitif. Donc ces chiffres-là, ils sont sourcés, ils sont documentés, je les donne régulièrement. Et pour une raison qui est étrange, parce qu'on a pu dire qu'il dépense de plus en plus sur le social, mais qu'il dépense aussi de plus en plus sur le régalien par rapport à la richesse produite. Pas du tout. C'est une corrélation évidente et il y a des causalités derrière, hein, c'est pas qu'une coïncidence. Donc, tout simplement parce que l'État qui étend son domaine d'intervention étend la bureaucratie. Et que la bureaucratie génère du process, du reporting obligatoire, mais c'est pas en entreprise. Hein. Moi, je suis sidéré par la bureaucratie dans le secteur bancaire, qui est une bureaucratie imposée par des règles, mais aussi que s'auto-impose la profession parfois. J'en parlais hier devant certains d'entre vous. J'ai découvert récemment, pour faire un emprunt, le dernier que j'ai pu faire avant d'avoir dépassé au-delà de cette limite, le ticket des plus valables, comme disait Romain Gary, y compris pour emprunter. Mais, c'est un petit emprunt, mais pour emprunter quelques milliers d'euros, j'ai rempli avec ma mauvaise écriture nerveuse de tout libre refoulé, 2 pages de trucs, je ne sais plus quoi, je m'engage assis, à avoir actif en Russie, aux États-Unis, des trucs comme délirants, que je ne sais pas où ça va, dans quelles archives, dans quel sous-sol, dans quel grenier, mais je me suis dit, big, ils sont pires que le service urbanisme de la mairie, quoi. Hein, et parce que le droit de l'urbanisme, les taxes qu'on pénalise. Donc, il y a tellement de choses dans vos questions. Et donc, si on veut plus de policiers, plus de magistrats, plus de greffiers, plus de places de prison, il faut moins de bureaucrates. C'est aussi simple que cela. Parce que la dépense générée par les bureaucrates est bien supérieure à la dépense captée par l'impôt destinée à l'effectivité des services. C'est la courbe de marche. C'est démontré. Trop de services publics tuent l'action publique. Comme trop d'impôts tuent l'impôt. Et là, on est au-delà du raisonnable. Donc voilà, ça c'est très généraliste. L'État a une raison d'être, comme on dit en entreprise depuis quelque temps, c'est la grande bonne raison d'être. Il y a l'efficience, la résilience, la raison d'être. Tu vois, et donc, la raison d'être, c'est de protéger le groupe. Et là-dessus, et donc on en est arrivé à un État qui est devenu incapable de sanctionner l'abus, et moins il est capable de sanctionner l'abus, plus il pénalise l'usage. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Et donc, évidemment, il faut couper dans la dépense, et notamment dans les 900 milliards, il faut d'emblée dire on va faire 10% d'économie sur un quinquennat, c'est très raisonnable, c'est 3 points de PIB par an. Alors, en total, à la fin, c'est 90 milliards, donc je voudrais faire plus. Et le plan d'économie que nous faisons avec Nouvelle Énergie n'est pas un plan sado-réformiste. Parce qu'il y a aussi ceux qui me disent que le libéralisme, ça va faire mal. J'en ai connu plein, j'ai même défendu des candidats parfois, et si ça fait mal, c'est que c'est bon. Chacun ses mœurs, mais c'est pas forcément le cas. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le bon pouvoir d'achat doit être appréhendé sur un critère très simple, et ça rejoint ce que vous dites, c'est qu'on doit, au-delà du régalien, on doit produire avant de distribuer. La production doit précéder la consommation qui est à mettre en économie des structures. Donc, il faut renforcer la rentabilité des facteurs de production, la rentabilité du capital, la rentabilité du travail. Donc, il faut baisser le coût du travail, alors relative par rapport à la zone euro, évidemment. Donc, il faut en arriver à un slogan qui sera le mien, pour gagner plus, il faut cotiser moins pour gagner plus. Et pour cotiser moins, il faut dépenser moins. Et pour dépenser moins, il faut créer l'allocation sociale unique, multicritère, qui permettra d'éviter le foisonnement de 200 à 300 dispositifs sociaux, qui génèrent 200 à 300 d'administrations, et qui font qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent public pour le social qu'on n'a jamais autant eu de SDF dans les rues. Voilà. Qui font que, et là, on est entre 7 et 25 milliards uniquement sur un dispositif qu'on avait très très bien sourcé avec François Fillon à l'époque, très bien travaillé. Bien sûr, de réserver les allocations non contributives
aux nationaux. Voilà. Donc, welcome to France, pas de problème, mais on ne va pas être le seul pays qui pousse la niaiserie jusqu'à donner de l'argent à des gens qui arrivent et qui n'ont jamais cotisé. 7 milliards immédiatement. Donc, on doit évidemment, ensuite on pourrait travailler sur les dépenses de l'État, revoir l'agencialisation, c'est devenu à la mode, c'est un peu tarte à la crème maintenant. Il faut faire attention à ne pas supprimer toutes les agences qui sont aussi des garants d'État de droit. Hein. Mais sur les 1200 agences et établissements, il y en a une bonne moitié à Fouera. Et donc notre grande chance, pour quitter le social et pour arriver au domaine de l'État, c'est que dans les fonctions publiques, les trois, il va y avoir 160 000, il y a une pyramide des âges qui va y avoir beaucoup de départs à la retraite. Donc si on fait un management participatif, non pas comptable, mais en cherchant des gains de productivité, moi je le disais hier, je l'ai décrivé, dans la mairie, on a baissé la mairie qui a un taux de pauvreté commune très élevé historiquement, 21%. Ici, c'est 8, là, on se parle dans ce quartier. La moyenne française, c'est 13,8. Il y a une partie très prestigieuse, enfin la moyenne de la population, notamment d'immigrés pauvres depuis le 19e siècle. Et on disait qu'on ne pourrait pas baisser la dette, on a baissé la dette, et je n'ai pas fait du bilan, de 76 542 000 euros, 10 ans. On a multiplié par 8 la capacité d'autofinancement, parce que mon obsession, c'est la capacité d'autofinancement. Donc, c'est de faire du EBITDA et ensuite du résultat net. Hein. Et là, on passe la fiscalité 3,6%. Mais c'est salariés qui me font les CAPEX maintenant. C'est eux qui me disent il faut acheter telle machine pour nettoyer les rues, ça nous fait gagner 30% de productivité pour nettoyer la rue. Et moi, ça transforme du fonctionnement en investissement. J'ai réinternalisé des prestations. J'ai externalisé des prestations. Il faut être pragmatique, réaliste. Et la productivité dans le service public, et avec l'IA, et avec la révolution de l'IA qui a commencé, qui va s'accélérer avec la quantique, et avec la robotique, plutôt que de tamponner 47 SERFA pour changer l'abri à jardin dans l'abri de jardin, etc. chez soi, là aussi, ça peut être très rapidement fait. Donc j'ai encore lancé quelques pistes, vous voyez. Je vous remercie. Alors, je vais vous poser une dernière question plus précise, plus ciblée, pour qu'il puisse y avoir 2-3 questions, puis ensuite on continuera dans la salle, à côté dans ce restaurant. Alors, ma question, elle est à la fois limitée peut-être, mais plus sensible, parce que vous avez dit qu'il faudrait donc, en réduisant certaines dépenses publiques, réduire aussi le personnel qui les exécute. Mais, bien sûr, il y aura des départs à la retraite. Et néanmoins, ne faut-il pas se poser cette question, faut-il réformer le statut de la fonction publique? Ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, mais de manière insidieuse, par la contractualisation. Et en réalité très nuisible au personnel eux-mêmes, puisqu'on le fait par la contractualisation. Et très nuisible au régime de retraite. Et en plus. Alors je ne veux pas vous parler de ça parce que ça m'emmène. On vient de nous augmenter de 4 points. Les collectivités sont les seuls employeurs qui viennent de se voir augmenter de 4 points leur cotisation patronale pour la retraite. Et on nous dit votre caisse va être déficitaire, ce qui est vrai. Cette caisse a été pillée de 108 milliards par l'État au profit de la fonction publique d'État, payée par les collectivités. Je ferme la parenthèse. Votre question était donc très bien et rappelez-la moi. Le statut. On arrive à réformer le statut. Alors déjà, je vais vous répondre sur le statut. Déjà, il faut se poser 3 questions qu'on se pose jamais. Moi, je pose. Payez-vous avait commencé à les poser dans une interview récemment, je ne crois pas. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui posait la question, parce que nous, souvent on dit qu'il faut recentrer sur l'égalité, mais c'est bien au-delà de ça. Il faut se poser la question, est-ce que puissance publique, je dois intervenir sur cette question-là? Donc la question du périmètre. Et ça, c'est fondamental. Et on retrouve la subsidiarité. Non, je ne dois pas, avec l'ADEME, engager une campagne de communication pour me dire qu'un caleçon doit être lavé chaque jour, une chemise, tous les trucs. Vous avez vu ça? Mais c'est insupportable. L'infantilisation, la débilité. Après nous avoir expliqué, après avoir fait un système d'État avec des SERFA et un agrément de retoucheurs pour payer avec une contribution obligatoire les retouches de vêtements et les talons des chaussures par de l'argent public, mais parce que non, c'est pas un prélèvement obligatoire, parce que c'est un éco-organisme, c'est un prélèvement obligatoire.
au sens comptable de persil. Donc, le périmètre. Est-ce que je dois faire cette dépense? Est-ce que la puissance publique doit intervenir? Non, oui. Et ça doit être sur la place publique. C'est un débat de contrat social. 2, si c'est la puissance publique qui doit intervenir, est-ce que je peux l'externaliser, le faire par le privé? Et donc, c'est oui, à condition qu'il y ait compétition, qu'il y ait concurrence, qu'il y ait un vrai marché. Parce que moi, j'ai vu des ententes, et en fait, il y a des prestations que j'ai réinternalisées qui, en coût réel, en intégrant les frais de siège, avec une vraie comptabilité analytique que j'ai créée dans la vie locale, fait qu'on paye moins cher quand on externalise. En revanche, j'ai externalisé beaucoup de prestations parce qu'il y avait vraiment une compétition, une concurrence. Et ça permet d'en arriver. Et une troisième question, si je dois le faire moi-même, est-ce que je peux faire des gains de productivité? J'en arrive à la question sur le statut. Donc c'est l'investissement, c'est les process de travail, c'est le rythme de travail, c'est le rendement, c'est la formation, la compétence. Bref, le capital du travail. Le statut, j'étais, moi, urbi et dorbi, j'ai dit tout le temps, il faut supprimer le statut de la fonction publique, sauf sur les régaliens, les juges, etc. Je l'ai dit, etc. Je continue de le dire, mais comme je suis honnête, j'en arrive à me dire que c'est beaucoup moins important que je ne le pensais. Ce qui compte, c'est la capacité de compétition. C'est la taille de l'entreprise. C'est la capacité d'avoir une responsabilité individuelle, de donner des objectifs. Moi, je vois en mairie, ça m'a surpris, des fonctionnaires qui bossent 60 heures par semaine. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Des juristes fantastiques, des gars sur le service des marchés, des responsables de services techniques, et j'en mène la vie dure, vraiment dure. Après, il y a toutes les fonctions opérationnelles, c'est 35 heures, il y a des mairies qui ne sont même pas à 35 heures, etc. Tout ça, vous savez. Mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain, il n'est pas contre le travail. L'être humain, il s'adapte au système qu'on lui propose. Si c'est un système de guichet, il y aura un guichet. Si c'est un système de rémunération, de motivation, il y aura la motivation, etc. Et je vois des fonctionnaires, objectivement, qui sont extrêmement motivés. Et je m'arrive à voir des contractuels qui sont mauvais, des contractuels motivés. Donc ça dépend des personnalités, ça dépend du management qui est pratiqué. Et j'ai pu radier des fonctionnaires, moi. J'en ai viré. Une question. Et en revanche, c'est sûr que moi, alors, si je suis encore plus honnête, je suis pour qu'on enlève un temps de travail. Je suis pour qu'il y ait une liberté contractuelle totale, qu'il y ait une souplesse totale, qu'on puisse monter à 45 heures pour ceux qui le veulent, que sur l'âge de la retraite, pareil, ce tâche pivot, je ne comprends pas. Il faut qu'il y ait un équilibre, qu'on garde la répartition pour le filet de répartition et qu'il y ait des annuités que le reste soit une capitalisation obligatoire. Donc je peux vous démontrer qu'elle est viable et même la transition peut être viable, contrairement à ce qu'on nous raconte. Enfin, donc ma nature, c'est la liberté complète. Mais le gros problème aujourd'hui, il n'est pas vraiment là, je crois. Bien sûr, je comprends ce que vous dites et vous avez raison de le présenter de manière, je veux dire, positive d'une certaine façon. Mais ceci dit, le statut empêche de fait, sauf vraiment exception, de se séparer de ces personnages. Donc c'est compliqué. Et il empêche également, là aussi, sauf quelques aménagements très minimes, de rémunérer au mérite. Et c'est un des sujets. Oui, c'est si en partie. Mais moi, je suis employeur public. Hein. Je me permets, je vais pas sortir la blanche, ça ne donne pas l'onction divine, hein, mais je peux vous dire, on a créé des systèmes de rémunération au mérite avec, j'ai pas eu d'opposition forte et même d'approbation à la fin de la CGT locale et compagnie. Hein. C'est plus souple qu'on ne le pense. On peut virer des gens. C'est souvent aussi le prétexte qu'on utilise pour dire qu'on ne peut rien faire. Mais je suis contre, par principe, de dire que nous statuifier les choses, les gens, je trouve ça horrible. Mais sincèrement, on n'est pas lié tant que je le pensais. Alors, ce que je vous dis, c'est totalement c'est pas scientifique, hein, c'est du témoignage de praticiens. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, on est d'accord. Je ne sais pas pourquoi je cherche à vous contredire, on est d'accord. Mais il n'empêche que, par des systèmes d'indices, de bonification, sans tricher, on arrive à avoir des vrais écarts de rémunération sur des décisions du management. Ce que vous nous dites, c'est commençons déjà par modifier de l'intérieur. Oui, on peut faire des choses. Non, c'était juste un complément par rapport à
c'est qu'il ne faut pas oublier l'origine du statut de la fonction publique, qui est une origine assez peu reluisante, puisque ça vient du gouvernement de Vichy. Comme la retraite par répartition, entre autres, mais aussi comme la fête des mères. Et lors de la négociation avec les syndicats, juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des éléments dans le statut de la fonction publique qui existent, mais qui n'ont pas été appliqués. Et il y a eu notamment deux choses, donc c'est pour ça que j'amplifie ce que disait Jean-Philippe. Premièrement, la rémunération au mérite, alors sans doute difficile à mettre en place, complexe, etc. Mais il y avait cette possibilité qui existait, qui avait été acceptée par les syndicats, et notamment par les syndicats communistes. Et le deuxième point, aussi relevé par Jean-Philippe, c'est la possibilité de licencier des fonctionnaires, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque je ne pense pas me tromper en disant que dans la fonction publique d'État, il y a 50 licenciements par an. Oui, mais quand j'ai été élu maire, vous savez, il faut une victime expiatoire. Il faut prendre l'autorité, il faut prendre parce qu'autrement, ils disaient à des maires, on en avait placé, et le statut est quand même très protecteur, effectivement. Et donc, j'ai radié tout de suite un agent, et j'en ai radié la première année 3. C'était pas arrivé depuis 60 ans, je crois, depuis 50 ans. Donc, ça confirme ce que vous dites. Et il est vrai que c'est quand même trop rigide, et d'avoir des jardiniers fonctionnaires, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, on arrive quand même à les faire bosser, et moi je pratique par injonction contradictoire raisonnable, double oxymore. C'est-à-dire qu'on a fait des cercles de qualité, aujourd'hui, faites-moi des propositions pour dépenser moins et défendre les contribuables, faites-moi des propositions pour travailler mieux, donc défendre les usagers, faites-moi des propositions pour que vous travaillez mieux, vous avez votre condition. Au début, ils vous disent que c'est impossible, et c'est là qu'ils vous disent on peut réunir tel service, on n'est pas obligé de renouveler le départ de Raoul qui part à la retraite, nous on peut le prendre nous-mêmes, ou les externaliser, et ça marche, pas dans tous les services, mais sur la propreté urbaine, ça a très bien marché, et dans beaucoup d'autres services. Alors, je vous remercie beaucoup, on va applaudir d'abord peut-être. Il y a bien entendu 25 000 questions, j'en suis sûr, dans la salle. On ne pourra pas tout acheter le bouquin et tout. Alors, d'abord, effectivement, j'ai lu le livre de David Lisnard. Il est très bien fait. Il répondra à toutes vos questions. Donc, achetez-le, il est en vente ici. Achetez les autres aussi. Et il est écrit par David Lisnard, ce qui est très rare chez un homme politique. Et David Lisnard m'a dit qu'il avait un peu de disponibilité pour rester avec nous pendant des années jusqu'à 13h30, heure à laquelle nous reprendrons le débat. Donc, on va prendre sur 3 questions. Il y aura forcément des gens des associations, tant pis. Alors, je vais commencer par la personne qui est en face de moi, Philippe Charlet. Allez-y, un micro vous arrive, parce que je dis pourquoi le micro est important. Parce qu'on est enregistré, donc il vaut mieux parler de moi. Philippe Charlet, alors merci Monsieur le maire. Alors ici vous êtes face à un auditoire, je vais dire, convaincu, et votre pédagogie passe bien. J'ai des doutes que face à Madame Sophie Binet, elle soit aussi réceptive à votre démonstration. Et donc je pense effectivement que la réduction des dépenses publiques, vous n'éviterez pas le clash. Et quand je dis le clash, avec toutes ses conséquences, donc ma question est, si vous étiez président de la République, est-ce que vous accepteriez d'aller au clash? Je confirme aussi. Oui, je crois. Alors, c'est une question normale dans notre maïeutique. Elle m'est toujours posée. Alors, déjà, Sophie Binet, moi j'ai rencontré par ailleurs, ne représente pas la majorité des Français. Moi non plus. Hein. Bon. J'espère que ça arrivera. Deuxième élément, il y a une grande différence entre le syndicalisme tel que je le vois dans la ville de Paris et le syndicalisme que j'ai pu pratiquer en entreprise et que j'ai pu le pratiquer en collectivité. C'est pas toujours facile, mais jusqu'à maintenant, même si je touche du bois, ça fait maintenant 10 ans que je dirige, et avant j'ai dirigé aussi, j'ai fait de l'audit, j'ai dirigé également un centre de congrès pendant 13 ans. Il y avait des syndicats très présents, très exigeants, mais on arrivait à discuter, à tomber d'accord sur une répartition de la valeur, enfin des trucs normaux, quoi, n'importe quelle quantité. Ensuite, je l'exprime dans le livre, là aussi c'est très généraliste comme réponse, mais la question elle aussi, et la question elle est pertinente parce que c'est ce qu'on peut faire sans passer par la violence, etc. Et je réponds très clairement à la question. Mais je trouve qu'il y a une grande différence, et je vais utiliser un vocable marxiste, entre le pays réel et le pays
de l'expression politique nationale, médiatique, etc. Je vois, moi, beaucoup de Madame et Monsieur Jourdain du libéralisme. Président de l'AMF, c'est un mandat bénévole, il n'y a pas de logistique, c'est très chronophage, donc ça c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que comme il n'y a pas de logistique, je vois les gens vraiment, il n'y a pas de pimpon, de cortège, de machin. Je vais visiter à chaque fois au moins une, voire deux, voire trois entreprises, et je vais voir tous les élus locaux, 500 000 élus locaux en France, dont 80% sont des bénévoles complets, et 90% ont un job par ailleurs. Et je vois un pays avec des retraités qui ont envie qui ne sont pas égoïstes, et je ne supporte plus la droite, qui quand enfin la classe politique, qui quand elle s'adresse aux retraités, pense qu'à l'indexation des pensions de retraite. Voilà. Je crois que les retraités sont capables de peut-être pas avoir d'indexation, si ils ont l'impression que ça sert à redresser le pays et que ça sera profitable à leurs petits-enfants. S'ils ont l'impression d'alimenter un puits sans fin d'un État-providence qui incite à la paresse, c'est sûr qu'on défendra notre pension de retraite et son évolution. Mais il y a plein de retraités que je vois quand ils ont envie d'accompagner, qui ont envie de conseiller, qui ont envie d'aider, qui ont envie de faire du capitalisme pour ceux qui ont de l'argent, qui vont vers des private equity, etc. Je vois des jeunes qui veulent bosser. Qui bossent. Aussi, je me ras-le-bol qu'on dise que les jeunes ne veulent pas bosser. Si on leur dit toute la journée, il ne faut pas que tu bosses et tu as le droit à une aide, à un revenu universel, comme certains me le redisent, c'est sûr qu'ils ne veulent pas bosser. Et moi, les jeunes que je vois, et je les vois chez moi, et je les vois autour, ils bossent. Je vois des ouvriers, j'en ai vu, qui sont très concernés par leur entreprise. Par ouvriers, il y en a plus beaucoup, parce qu'il y a plus beaucoup d'industrie. Ou des salariés de service qui sont pas stupides, quoi. Qui sont intelligents, qui savent très bien qu'il faut qu'il y ait du profit, qui ensuite défendent leur bout de gras. Je trouve ça très respectable. Moi, des gens qui se battent pour gagner leur vie, je trouve ça formidable. Pas de sujet là-dessus. Il faut juste qu'ils apportent une valeur ajoutée. Et comme en France, le super brut est le plus élevé du monde et que le net devient parmi les plus bas, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'on réduise les dépenses, etc. Et les cotisations. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé d'en passer par la phase violence et la phase manif. Et d'ailleurs, quand vous regardez les dernières années, depuis le CPE, il y a eu 95 les ordonnances Juppé et le CPE. Aucune réforme, c'est-à-dire réforme à mes yeux, mais aucune réforme n'a été annulée par la rue, contrairement à ce qu'on croit tous ici. Aucune. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de maturité dans le pays réel. Et que si on explique que lorsqu'on baissera d'abord 200 milliards puis 300 milliards, on restera à 200 milliards, et que l'on va rendre sur les 100 de baisse de dépenses, on va rendre 50 ou 60 en pouvoir d'achat immédiat, puisqu'on va cotiser 50 à 60 de moins. Et que les 40 qui restent, il y aura 20 pour réduire la dette, et il y aura 20 pour réduire la fiscalité sur les entreprises. Donc d'emblée, il faut démontrer que la baisse de la dépense va se traduire par une hausse du salaire net, et par une baisse du coût du travail. Et ça, je vous le démontre. Si j'ai le temps, je peux le faire. Je l'ai déjà fait sur une antenne. Et c'est ce qu'il faut proposer. Et ensuite, il faut utiliser une arme que nous avions préparée avec François Fillon à l'époque, c'était le référendum. Le référendum va s'utiliser non seulement sur le plan régalien et migratoire, mais aussi sur le plan économique et social s'il y a blocage. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on n'y va pas, c'est l'effondrement. Donc il faut y aller. Et si on explique les motivations de la modernisation du pays et le gain pour le pays, les gens au centre de l'intérêt national, et le gain individuel pour ceux qui bossent et pour ceux qui investissent, parce que la rentabilité du capital aussi, là je parlais du travail, je pense qu'on peut avoir une très forte majorité avec nous, et c'est ce que d'ailleurs traduisent les enquêtes d'opinion. La recapitalisation dont les gens ne faut surtout pas en parler, quand vous regardez les sondages, les gens ont très bien compris que c'était la seule façon de recapitaliser l'économie, d'être propriétaire d'un capital, et donc d'être propriétaire de sa vie, et aussi d'avoir, et ça aussi je peux vous le démontrer, hier j'ai évoqué les études qui ont été faites sur les cohortes 82-40 annuités, 10% de prélèvements, non je suis trop là, ok, mais sont beaucoup plus rémunérateurs qu'une répartition qui était à 1,6, et y compris en prenant ce qui est moins rémunérateur, c'est le CAC 40, enfin le plus bateau que le CAC 40, ils sont ancêtres, et voilà, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Et arrêter de leur dire « Ah, c'est pour vous protéger ». C'est pour... Non, c'est tout simplement parce qu'il faut redresser le crédit et que votre pouvoir d'achat dépend de la capacité de création de richesse et qu'il faut qu'il y ait le moins d'effet de parasitage entre la création de richesse et ce que vous gagnez à la fin. Vous n'êtes pas trop long, David, parce qu'on vous entendrait longtemps encore comme
ça, mais on va déjà une dernière question. Je prends monsieur, si vous pourrez. On va peut-être une allusion. Allez-y. Question courte. Réponse courte. Bonjour, moi je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, y compris la reprise en main jacobine des collectivités par M. Macron, mais quand même, sous Nicolas Sarkozy ou à peu près, on regarde les 150 000 fonctionnaires qui ont été, de postes qui ont été supprimés, il y a eu, entre le milieu des années 2000 et 2012, de l'ordre du demi-million de fonctionnaires embauchés, et plus par les collectivités que par la fonction publique hospitalière. Donc je soupçonne que c'est le fait de la gauche qui était majoritaire dans les collectivités territoriales, etc. Mais est-ce que vous avez quelque chose quand même à proposer pour baisser, pour supprimer cet emploi public, ce traitement social du chômage par l'emploi public, ce que je soupçonne d'être en tout cas? Alors, très bonne question, votre honneur. Simplement, il peut y avoir ces effets de traitement social, etc. par la gauche. Moi, je l'entends dire, y compris dans certains ALF, mais quantitativement, c'est marginal. Parce que l'immense majorité des collectivités ne sont pas gérées par des gens de gauche. Elles sont gérées par des divers droites, des gens qui ne sont pas de carte. Si, les communes et tout, si, ça, je vous garantis. Et le flot, ce qui compte, c'est les communes, etc. Deux, l'évolution des recrutements, alors il peut y avoir des facilités du clientélisme, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'évolution, et ça j'ai tous les éléments sourcés, viennent d'obligations. Je vous donne un exemple. On nous dit qu'il faut baisser les dépenses, et puis il y a une loi qui vient d'être votée, qui depuis le 1er janvier nous oblige à créer 200 000 places de crèche. C'est une obligation désormais qui pèse, et on nous oblige à faire un schéma local et départemental des crèches. Et en même temps, on sort un bouquin en disant les crèches ne sont pas assez encadrées. Et il faut que les crèches soient publiques. Donc, est-ce que je suis un bon maire quand je crée une place de crèche et que je suis obligé de recruter 4 personnes par perso? Ou est-ce que je suis un bon maire si je refuse de créer cette place de crèche et que je n'augmente pas la dépense? Deuxième élément, le plus gros contingent, c'est les polices municipales, plus 36%. Les systèmes de vidéosurveillance. Moi, c'est 5 agents H24, dont un ne fait que de la réquisition d'images pour le compte de l'État. C'est un transfert qui n'a pas été décentralisé. L'État a été très pervers depuis 15 ans, puisqu'il n'a pas décentralisé, mais il a transféré les charges. Parce que s'il décentralise, il est en théorie, parce qu'il n'est jamais obligé de compenser le transfert de charges. Et je vous donne un autre exemple. GEMAPI, gestion des milieux aquatiques. Ça s'est traduit obligatoirement. Moi, j'ai baissé ma masse salariale totalement. Mais il y en avait beaucoup, il faut le dire. Et au départ, alors qu'elle avait déjà été baissée par mon prédécesseur, mais il y a eu le petit effet clientéliste dans les années 90. Mais GEMAPI, je suis en territoire totalement inondable. En réduisant les frais, en faisant appel à des cabinets extérieurs, en essayant d'externaliser, je suis obligé d'avoir une équipe de 20 personnes, on est obligé de recruter à l'échelle de l'intercommunalité, et c'est vraiment le minimum pour répondre à toutes les obligations réglementaires de reporting sur la lutte contre l'inondation, sur le sismique, etc. Le trait de côte. Le trait de côte, jusqu'à maintenant, tout ce qui était fluvial et maritime était une compétence non décrite du ressort de l'État. Désormais, c'est une obligation des collectivités territoriales, du bloc communal. L'entretien des digues fluviales, c'est 15 milliards par an de dépenses supplémentaires que l'État nous a refourguées. Autre exemple, la loi de transport, la loi des mobilités, et la loi Lotti, mais je suis pas vérifié avec les juristes ici, vous avez avec moi. Jusqu'à une date récente, le ferroviaire, c'était pas mon problème. Maintenant, je suis obligé avec l'intercommunalité de payer la ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est payée à moitié par région et intercommunalité. Moi, j'ai rien demandé, hein. C'est une obligation. Ensuite, on va parler clair. Ça n'enlève rien aux effets de clientélisme, de facilité, de traitement social, de machin, etc., qui peuvent exister, qui pour moi n'existent pas. Qui existaient déjà il y a 40 ans, il y a 30 ans, c'est pas. L'évolution, elle n'est pas là, la tendance. Le Code de l'environnement faisait 100 000 mots en 2012.
Il fait 1 000 mots en 2022, avant les décrets de la loi climat et résilience. Le code de la commande publique le code de l'urbanisme, le code du travail, sont les enfants de Kafka et du Bu. Les enfants dégénérés. Et non, mais c'est vachement important. On est passé d'un contexte de liberté et de responsabilité. Il y a 25 ans, je termine là-dessus. Quand on lançait un projet, j'étais adjoint au maire. Et j'avais les commerces par exemple. Quand on lançait un projet, on cherchait, on regardait ce qui était interdit. On faisait lire le juriste, le technicien, le machin, le financier. Maintenant, on cherche ce qui est autorisé. Pour réutiliser les eaux de traité, on a inventé ce dispositif. J'étais le premier en Europe à positionner dessus. On a été les derniers d'Europe à obtenir l'autorisation et les premiers de France. 1200 tests obligatoires. Pour changer, votre abri de voiture dans votre jardin, si vous avez un jardin, vous êtes obligé de remplir une multitude de CERFA, etc. Et il faut une administration qui vérifie ça. On est à 34% de fonctions administrantes en France dans les 3 fonctions publiques, hospitalière, État, collectivité. La moyenne européenne, c'est 23. Le pays le plus administré après nous, qui a un État fédéral, c'est 25, 24,5. La Suède, l'État central, 24. Très administré. Tout le grain est là. Ce différentiel, il faut supprimer et revenir à 24. On sera le pays le plus administré du monde avec l'Allemagne. Et le différentiel, vous mettez un tiers d'agents sur le terrain. Parce que plus on a eu de services publics, moins on a eu de fonctionnaires sur le terrain. Vous remettez un tiers d'augmentation de salaire, parce qu'on a des fonctionnaires notamment mal payés, notamment les catégories de base, et vous mettez un tiers en baisse de dépenses. Et vous faites ça dans toutes les fonctions publiques. Mais je pourrais vous multiplier à l'envie. Là, je suis sur un dossier de thalassothérmie. C'est scandaleux. Tout le monde dit c'est génial. La loi d'accélération des transitions avec tout ce vocable insupportable. Décarboner, le machin. Accélération. Zéro argent de contribuable. On atteint la taille critique, je fais un appel à l'investissement d'intérêt, j'ai compétition et des opérateurs privés qui viennent, on prend. On fait les tranchées, ils payent tout, ça coûte zéro. Et on fait une énergie qui sera 20% en dessous d'un prix moyen pour la calculer et décarboner. Donc les propriétés sont intéressées, tout va bien, la commercialisation. Il faut signer le permis pour un machin enterré. Je me focalise là-dessus parce que c'était il y a 2 mois. Je vais signer le permis à l'administration et là on dit non. Il faut que ce soit un permis d'État, parce que la loi d'accélération, pour accélérer, c'est l'État qui décide. Je sais pourquoi ils sont plus rapides que nous. C'est bloquer la DTM qui attend d'avoir l'avis de la MRAE et de l'ADREAL. La première chose à faire, si vous voulez moins de dépenses dans les collectivités, c'est de revoir l'État central, de le remettre autour des préfets, de donner tout pouvoir aux préfets, de supprimer l'ADREAL, l'ARS, la MRAE, la DDTM, et j'en oublie quantité.